Cette vidéo était attendue, je crois. L'animation japonaise et ses bandes originales. C'est une très grande histoire d'amour. Il y a eu de nombreux artisans qui se sont occupés à rendre iconiques les musiques. Kentaro Haneda fut, à bien des aspects, une de ces légendes. Ses mélodies disposent d'une telle poésie, notamment à travers ses travaux sur les films de Yamato. Ou bien encore sur le redoutable film Macross Do You Remember Love. Bien sûr, son boulot le plus connu en Europe est celui de la série Cobra, véritable choc pour toute une génération. Son style mélancolique est facilement reconnaissable. D'autres compositeurs comme Nozomu Aoki marqueront les mémoires à travers Octonoken ou bien sûr encore Galaxy Express. Lorsque le premier épisode avait été diffusé, je me rappelle que ce thème-là m'avait terriblement marqué. Il y a eu de nombreux compositeurs iconiques, Takeo Watanabe, qui s'illustra notamment sur les musiques des films Gundam, ou bien encore Michiaki Watanabe, qui donnera ses lettres de noblesse à Mazinger. Mais aussi des déceptions à travers Mitsuo Agita. J'adulais ce compositeur très jeune pour son boulot remarquable sur les chroniques de la guerre de Lodos. Hélas, Plus enterrer nos morts à la sauvette. On veut plus entendre la messe comme des bêtes au fond des bois. de nombreuses musiques se révéleront être des plagiats des films Léviathan ou du film Chouan de Georges Delerue. J'ai découvert dernièrement le film Gundam 083 et là encore, le compositeur avait malheureusement plagié une musique de The Thing. Alors pourquoi ces plagiats? Tout simplement parce qu'à l'époque, les Japonais ne se posaient guère de questions, leurs œuvres ne dépassaient très rarement le Japon. Et Mitsuo Agita était loin d'être le seul à cette époque. En France, un des compositeurs les plus connus est bien sûr Shunsuke Kikuchi, qui officiera sur la licence Dragon Ball. Mais pas que, on lui doit de très belles musiques de la seconde série Darlock. Et plus encore, les musiques de Grandizer, alias Goldorak. J'ai d'ailleurs un gros faible pour les musiques issues du pilote G-Tiger, qu'on retrouvera plus tard dans la série.
Des compositeurs se sont illustrés sur le plan international. Il y a bien sûr Kenji Kawai que nous avons tous connu dans les années 80-90. Alors, je dois reconnaître qu'au niveau de la rythmique de ces musiques, elles sont vraiment hypnotisantes. De même que ces musiques ont une patate qui marche à 200% sur moi. Son style musical évoluera à travers le second film de Pat Labor à mon sens. Devenant le compositeur attitré du grand Mamoru Oshii, il fera appel à lui sur le grand film Ghost in the Shell et il accédera à la notoriété qu'on lui connaît. Et bien sûr, Joe Hisaishi, je ne peux laisser pas mettre d'extrait car Benavista ne rigole pas beaucoup sur YouTube. Très grand compositeur mondialement connu pour ses travaux autour du studio Ghibli. J'avoue avoir un faible sur la bande originale du film Le Château dans le ciel. Ce film dispose d'une seconde bande originale pour le marché américain et Joe Hisaishi optera pour de nouvelles musiques. Aujourd'hui, avec cette vidéo, on va parler d'un grand homme. Comme vous le savez, la série d'origine est liée à de nombreux talents. Le nom qui revient le plus souvent est celui de Shingo Araki. Mais là, la vidéo va s'orienter sur le plan musical. Et oui, on va bien sûr parler de Seiji Yokoyama, ce génie qui nous a quittés en 2017. Alors pour réaliser cette vidéo, je suis accompagné d'un expert, un homme qui a connu de son vivant Seiji Yokoyama. Gérald Dory est avec nous pour vous livrer les incroyables secrets autour de ce compositeur légendaire. Alors pour ce qui est de la série télévisée et des 4 premiers films, l'éditeur des musiques de Senseiya, c'est l'entité TV Asahi Music. Ces musiques, elles appartiennent au compositeur Seiji Yokoyama, évidemment, mais aussi à cette compagnie. Alors TV Asahi Music, comme pour la plupart des chaînes de télévision, elles ont souvent une société qui gère une partie du catalogue musical pour les films ou les séries qui sont diffusés sur ces mêmes chaînes. C'est le cas au Japon avec TV Tokyo ou NTV, et en France par exemple avec TF1 ou encore M6. Alors, en ce qui concerne l'album Hades qui est sorti lui en 90, l'éditeur de l'œuvre c'est Columbia Song. Pour Hades, c'est donc l'éditeur Nippon Columbia qui gère les droits avec le compositeur via sa filiale musicale. Columbia, en tant qu'éditeur, gère également les droits musicaux pour d'autres œuvres du compositeur. On a une vieille série de robots comme la série Kikukantai Dairuger qui est sortie en 82, mais on a aussi le film d'animation Future War 198 X Nen, qui est sorti la même année et qui est réalisé par son grand ami Tomoharu Katsumata. Quant au film du Tenkai N, Toei Animation a créé en 2001 une nouvelle société. Elle s'appelle Toei Animation Music Publishing pour gérer les droits musicaux des œuvres qu'elle produit, via Toei Animation par exemple. En tant qu'éditeur, elle gère donc une partie avec Columbia Song et Seiji Yokoyama les musiques du dernier film. Depuis, Toei Animation Music, c'est également devenu l'éditeur de plusieurs autres compositions de Seiji Yokoyama, avec les 2 thèmes additionnels d'Hades pour le thème d'Orphée et le thème de Pharaon, mais aussi sur la bande originale du film Gegege no Kitaro qui lui est sorti en 2008. Alors pour un éditeur, ce qu'il faut savoir dans le milieu musical, il représente souvent les artistes avec le catalogue musical qu'il gère et il partage en partie les droits d'auteur avec les auteurs-compositeurs. En général, pour ce qui est des diffusions des œuvres et de l'édition, c'est du 50-50. Et pour un concert, c'est 1/3, 2/3. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, tout dépend des contrats qui sont signés. Alors, dans les années 70, Seiji Yokoyama a également créé sa propre société pour gérer au mieux ses droits d'auteur et ses contrats. C'est ce que font souvent la plupart des grands compositeurs à travers le monde afin de mieux gérer fiscalement leurs droits.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais fait partie du moindre label et il a toujours été un artiste indépendant et il savait gérer ses droits d'une main de maître. Je me souviens, lors de la production de Rag & Blue en 2008, Yoko Yama il disait qu'il adorait gérer et organiser les productions musicales. Il avait également un projet de créer à Tokyo son propre studio d'enregistrement pour les orchestres où chaque producteur pourrait venir faire enregistrer ses projets musicaux. C'était un compositeur génial, hein, mais c'était aussi un super businessman, ça je m'en souviens. Alors, une petite info pour conclure sur la gestion des droits et qui peut peut-être intéresser peut-être plusieurs personnes. Alors, en janvier 2024, Toei Animation Music a engagé Tomofumi Miyawaki. Alors, c'est un célèbre batteur au Japon et ils l'ont engagé afin de développer ses activités musicales, notamment dans la création de concerts live, en s'associant avec d'autres éditeurs. Alors, qui sait, Toei aimerait probablement créer des concerts autour de Saint Seiya, mais fait maison au Japon ou pour d'autres pays. Mais bon, je pense que d'autres séries seront probablement privilégiées, notamment comme One Piece ou Dragon Ball. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Alors pour répondre à ta question, l'utilisation des musiques dans un jeu vidéo, cela concerne un droit très spécifique que l'on appelle le droit de synchronisation. Deux droits entrent dans ce processus. Alors il y a le droit éditorial lié à l'auteur-compositeur et l'éditeur, et le droit master qui lui est lié au producteur, celui qui possède la bande master audio pour son enregistrement. Pour la synchro, les ayants droit accordent un droit de licence pour l'utilisation de chaque musique déjà existante d'une œuvre sur une autre œuvre, pour un support dérivé comme les jeux vidéo, la publicité, les films ou les documentaires. Alors pour ce qui est du jeu sur PS2, si cela n'a pu se faire pour d'autres pays, je pense que c'est parce que le droit de licence a sans doute été accordé uniquement pour un territoire donné et pour une durée limitée. Donc la licence de synchro d'une musique, pour chaque utilisation, elle peut coûter très cher, s'il y a plusieurs pays en plus. Donc c'est multiplié par X pays, X années, etc. De plus, le paiement de la licence, elle n'exonère pas en plus le fabricant ou le diffuseur de payer en supplément les droits d'auteur lors de la fabrication du produit. Bon, quand c'est un produit qui est fabriqué en France, c'est à la SACEM pour la France. À titre d'exemple, pour une chanson de Dalida, pour une synchro sur un documentaire, ça peut se négocier autour de 10 000 €. En général, le calcul il se fait à la minute pour définir le montant de la synchronisation. Et plus il y a de minutes à synchroniser, plus le montant de la licence augmente. Les prix ils varient également en fonction de la cote d'un artiste. Donc ça peut être d'un montant standard à monter très très haut pour un très très grand artiste. Alors, je vais donner un exemple concret concernant la synchronisation d'une musique de Saint Seiya sur un film français qui est sorti il y a des années et pour lequel j'étais en plus intermédiaire. Donc, c'était en 2013. Seiji Yokoyama m'envoie un mail concernant une demande assez particulière. Bon, ça m'a un peu surpris, mais c'était pour l'utilisation d'une musique de Saint Seiya dans une scène d'un film français à très gros budget, 10 millions d'euros quand même. Et c'était le film Jackie au Royaume des Filles, réalisé par Riyad Sattouf. Alors, le compositeur, il comprenait pas trop cette requête que lui avait transmis l'éditeur TVACI Music, justement, parce que c'est lui qui est en charge de gérer les différentes demandes en tant qu'éditeur. Et Seiji Yokoyama m'a sollicité afin de me renseigner et de savoir plus, d'avoir plus d'infos sur le film, justement, et sur le réalisateur, et justement pourquoi cette demande. Alors, dans la foulée, je trouve le contact du réalisateur et de l'auteur, Riyad Sattouf. Alors, je lui envoie un mail concernant la demande de synchronisation que Seiji Yokoyama a reçue, venant de la France, et qu'il voulait avoir plus de renseignements, ainsi que sur le contexte de son utilisation. Alors, M. Sattouf me répond rapidement. Et il me dit qu'il est super heureux du retour parce que lui, ça faisait des mois que la production française avait envoyé cette requête au Japon et qu'il n'avait eu aucune réponse de ce côté-là. Je dis qu'il n'y avait aucun souci, car en étant proche du compositeur déjà depuis 10 ans à l'époque, je serais l'intermédiaire pour transmettre directement toutes les explications à M. Yokoyama. Alors il me précise que c'est un grand fan du compositeur également, et des musiques de Saint Seiya en particulier, et qu'il voudrait utiliser justement une musique assez triste, une mélopée de Kazuko Kawashima, alors sur une scène drôle, et que lui, il craignait que ce soit mal interprété.
Alors je l'ai rassuré, hein, et avec toutes les informations qu'il m'a données, je les ai faites traduites et transmises au compositeur en lui précisant justement que tout ce qui était nécessaire pour l'utilisation de la musique. Alors peu de temps après, Seiji Okoyama m'a transmis son accord pour la synchro de la musique, conclu avec lui et TV Asahi Music, et la production française. Hein. Alors ça, l'accord, lui, il est sur une durée de 30 ans, sur tous les supports et pour le monde entier. Pour le montant, je ne peux pas vous le dévoiler, hein, mais c'était une somme assez importante quand même. Mais c'était vraiment très intéressant de voir justement concrètement comment ça pouvait se passer, et surtout pour une synchro d'une musique de Saint-Seiya, c'était vraiment très plaisant. Donc je vous invite à voir le film, et vous verrez cette petite scène particulière avec la musique et la mélopée de Kazuko Kawashima. Alors toujours dans le domaine du jeu, on peut également aussi parler des pachinko de Saint-Seiya. Alors en 2011, pour le tout premier volet de jeux de billes, Sanyo a demandé au compositeur la licence pour la synchro de ses musiques sur le jeu. Alors le compositeur l'a accordé avec une liste de titres bien précise, allant du sanctuaire au second film, celui d'Asgard. Alors Seiji Yokoyama m'avait envoyé la liste des titres pour ce pachinko, alors que vous pouvez voir sur l'écran. Probablement pour faire des économies, Sanyo n'a pas utilisé les enregistrements de l'époque, mais a réenregistré ses titres avec des instruments virtuels. Alors, ils ont uniquement payé les droits éditoriaux à TV Asahi Music et à Seiji Yokoyama. Et comme il s'agit d'un réenregistrement, ils n'ont pas eu besoin de repayer les droits master de la bande première, de l'édition originale. Donc, mais uniquement les droits éditoriaux, c'est-à-dire à l'éditeur et au compositeur. Alors cela peut arriver quelquefois dans le domaine de la synchro. Alors par exemple, pour une publicité, un superviseur musical, lui, il s'occupe d'obtenir les droits pour une chanson particulière. Alors il peut avoir négocié les droits éditoriaux auprès de l'éditeur, mais il peut arriver que l'interprète, lui, il refuse que sa chanson soit utilisée pour une publicité ou un documentaire. Alors c'est là qu'il est possible pour le superviseur musical de faire un réenregistrement. Donc il demande à un nouvel interprète de chanter dans le style 2. Et l'interprète, lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a des droits que sur sa propre interprétation et n'a pas son mot à dire si une nouvelle version est utilisée dans ce cadre. Donc il n'a pas de droits sur les autres enregistrements, mais uniquement sur son enregistrement et sa propre performance. Alors ici, je pense que c'est surtout dans un souci d'économie, hein, afin d'éviter de repayer au producteur les droits master pour chaque titre. Parce qu'au vu des nombres de titres qui sont demandés, la note elle aurait été certainement assez salée. Hein. Mémoire, hein, il n'y a eu que de la synchro pour les musiques de Seiji Yokoyama pour ce premier pachinko uniquement. Hein. Pour les autres, ils ont continué d'utiliser les chansons originales en les mélangeant avec des nouvelles musiques créées pour l'occasion. En 2014, je discutais déjà avec Seiji de la possibilité de faire un concert de ses œuvres dans ma ville, à Metz. Alors, je voulais proposer d'autres titres que Saint-Seiya, évidemment, hein, et faire connaître davantage les travaux du maestro, parce que je suis un grand fan avant tout de Seiji Yokoyama et pas que de Saint-Seiya. Donc l'idée, c'était de proposer également ses dernières compositions, comme les suites musicales pour piano et violon en plus. Alors, je lui avais fait cette promesse, mais bon, plus tard, avec le temps qui passait, ils sont décédés, j'ai souhaité justement relancer le projet. Alors, j'ai discuté après directement avec la famille du compositeur qui gère ses droits aujourd'hui et plusieurs œuvres étaient prévues justement dans le concert comme des inédits de Saint-Seiya, mais bon, aussi des inédits des films de Sangokushi parce qu'il y en a quand même pas mal. Il faut savoir aussi que pour les deux premiers films, mais il y a aussi le troisième film qui n'a jamais été édité mais qui reste entièrement inédit, donc je voulais également proposer plusieurs de ces titres. Alors pour le reste, ça allait du Sanctuaire pour la partie Saint-Seiya jusqu'au Tenkai. Donc, et en plus, pour les films, c'était les versions Director Cut. Donc, avec des passages inédits, justement, qui n'avaient jamais été enregistrés sur album à l'époque et que le compositeur avait barré. Mais ça, on reviendra dessus un peu plus tard. Donc, il y avait également j'avais prévu du Dracula, du Oranger, du Captain Narlock,
qu'on connaît sous le titre d'Albator 78. Il y avait aussi d'autres surprises que j'avais prévues. Alors Seiji Okuma, lui, il m'avait offert pendant toutes ces années énormément de partitions originales, manuscrites de Saint Seiya. Ce qui était formidable, c'est que j'ai eu cette chance, c'est que Seiji Okuma, pendant toutes ces années, alors il m'a offert énormément de ses propres partitions manuscrites originales, notamment de Saint Seiya avec des inédits. Et pour le concert, il me manquait juste certains titres, comme ceux de Sangokushi, Dracula, Metal Dare ou encore Oranger. Et j'ai donc demandé à la famille du compositeur si elle pouvait me les envoyer, justement pour ce concert. Alors pour le moment, depuis le Covid, j'ai mis le projet de côté, mais bon, j'espère le relancer un jour avec notre label Inori Music. Donc en attendant, on propose quand même les albums justement avec les versions complètes des musiques des films et qui contiennent des inédits également. Alors, après le décès du compositeur en 2017, je souhaitais lui rendre hommage et j'ai donc créé la société Inori Music en 2019. Alors j'avais toujours le concert dans un coin de ma tête et l'envie de produire un nouvel album était plus forte. Alors comme Seiji Okuma m'avait offert de très nombreuses partitions, j'avais la possibilité de faire de magnifiques enregistrements. Alors il me fallait quelque chose de paisible et de serein et j'ai donc choisi le titre Sérénade pour cet album et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'album. Donc, à partir de là, on a commencé à enregistrer en 2019 avec le Budapest Symphony Orchestra les titres Athena Tensei et le thème de fin du film Asgard en version acoustique avec uniquement les chœurs masculins. Alors par la suite, les enregistrements se sont succédés en 2020 et en 2021 et je voulais proposer des inédits en version complète comme le thème d'Orphée d'Hadès que je trouve vraiment absolument sublime. Et comme j'avais la partition originale, je devais le proposer dans l'album. C'était l'occasion de le mettre dedans. C'était dommage que les fans n'aient jamais eu la chance de pouvoir l'entendre en intégrale, car dans les OAV, certains passages de la mélodie étaient constamment coupés aux mêmes endroits. À partir de la partition originale, nous avons également réalisé une variation pour la harpe et violon, solo, comme titre bonus. Mais on prépare également une nouvelle variation très prochainement, qui devrait plaire, je pense, aux fans. Alors, en dehors de Saint Seiya, je désirais faire découvrir d'autres œuvres du compositeur, comme ses travaux pour les radiodramas et les téléfilms policiers, qui ont très souvent de très belles mélodies romantiques, et justement que les fans ne connaissent pas. Et lors de la production, par moment, j'avais justement l'impression d'entendre Seiji qui me disait dans un coin de l'oreille non, on sélectionne plutôt ce titre-là. C'était une drôle de sensation quand j'ai travaillé sur cet album, mais c'était assez plaisant. Donc, je ne regrette pas les titres que j'ai choisis parce que je trouve que finalement, ils rendent bien hommage au compositeur pour ce premier album. C'était vraiment étrange, mais bon, j'ai continué sur cette voie en faisant confiance à mon instinct. Alors, pour compléter l'album, lors de notre premier Kickstarter, j'ai voulu ajouter d'autres titres de Saint Seiya en version intégrale, comme celui de Tatenshi Taisen du film Lucifer. Alors, c'est les musiques qui contiennent des passages inédits que Seiji Okuma avait barrés sur ses partitions et qui n'avaient jamais été enregistrés, comme pour chaque film. Donc, c'était l'occasion de les proposer aux fans pour la première fois dans une version complète. Alors, ces titres sont en bonus uniquement sur l'édition CD, pas sur le vinyle. Alors, pour les illustrations, la participation des grands artistes, elle était indispensable également. J'ai donc naturellement demandé à Mishimeno sa présence pour la pochette de l'édition CD, à Keiichi Ichikawa pour les illustrations du disque vinyle et sur les inserts. Alors l'aspect visuel compte énormément pour moi. J'essaie d'allier au maximum la musique aux images en travaillant avec des artistes talentueux. La participation de Mishimeno, elle était importante car lorsque j'ai produit l'album Ragenbu en 2008 au Japon avec Seiji Okuma, elle avait réalisé le caractère design et l'illustration des produits dérivés. Alors sa présence pour l'album Hommage, c'était pour moi une évidence, donc je suis heureux que son illustration soit sur la pochette de l'album CD. Alors pour ce titre, la musique, elle n'est pas du chapitre de Poséidon, mais elle a été enregistrée comme musique additionnelle lors de la session du film Abel. Alors l'autre musique inédite du film, c'est la M314, Seiya to Saga, et si elle n'a pas été sur la dernière édition CD, c'est parce que la bande master, elle a été endommagée. Alors il est probable que la musique entendue dans Poséidon, la M327, elle soit sur la même bande, elle soit également endommagée car à l'époque, tout était en analogique. Lorsqu'on a enregistré à Tokyo l'OST Dragon Blue en 2008,
Alors j'ai eu 2 masters, hein, dont un en analogique. Bon, il est précieusement conservé du coup. Et après, c'est le label qui choisit les titres qui peuvent être utilisés, hein, pour un album, mais il arrive que pour des musiques anciennes, certaines bandes soient inexploitables après des années, voire même perdues. C'est rare, mais ça arrive, hein. Donc, tout dépend des moyens de conservation, hein, des différents studios. Alors, cela se produit aussi en France, hein, pour des OST d'anime, hein. Il y a également le choix éditorial où certains titres ne sont pas sélectionnés, hein, tout simplement par le label, hein. Donc, voilà. Alors, une bonne nouvelle pour les fans, hein, concernant ce titre Seiya to Saga M314. On l'a enregistré en intégrale, avec les passages inédits, parce que le compositeur avait barré à la fin de sa partition et qui n'avait jamais été enregistré en 88. Alors cette musique inédite du film, elle est maintenant disponible en version intégrale et elle est incluse avec d'autres titres des films, eux aussi en version longue, dans notre album Shonen Symphony. Alors tous les titres qui contiennent ces passages inédits sont appelés Director Cut Version. Alors cela concerne les titres des musiques uniquement avec des passages inédits qui ont été écrits par Seiji Yokoyama et qu'il avait barré juste avant les enregistrements parce qu'il fallait ajuster la musique juste avant la sortie du film. Et donc il y a des passages qu'il a barrés sur ses partitions et qui n'ont jamais été enregistrés pour que au montage final, chaque musique corresponde au timing parfait de chaque scène. Mais nous, cette fois-ci, on les réenregistre en version intégrale, ce qui fait que parfois on peut gagner 2-3 secondes, parfois plus, hein, ça peut être 15 secondes, ou parfois il peut y avoir une version supplémentaire qui est complètement inédite. Donc vous aurez la chance de pouvoir les découvrir sur notre album. Alors, Seiji Yokoyama était l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Alors, ses 2 sœurs sont décédées avant lui, tandis que son frère cadet, lui, est décédé peu de temps après, en février 2018. N'ayant pas eu d'enfants, la gestion des droits revient logiquement à ses neveux et nièces. Alors, les parents du maestro étaient tous 2 enseignants. Alors qu'il était en 3e année de l'école primaire, il a dû déménager à Kure en raison de la mutation de son père. Alors, ce changement de résidence lui a permis d'échapper au bombardement atomique de 1945. Il a cependant témoigné qu'il se souvenait distinctement d'avoir vu le champignon atomique depuis Kure. Alors, lorsqu'il était en 6e année de l'école primaire, il déménage de nouveau en raison d'une autre mutation de son père, mais cette fois c'est dans le district de Konu, toujours dans la préfecture d'Hiroshima. Alors, il a vécu jusqu'à sa 3e année de collège, et un jour il a assisté à un concert donné dans une école secondaire pour filles, Jogekoto, l'actuelle école secondaire de la préfecture d'Hiroshima, où son père travaillait. Alors ce concert mettait en vedette des chanteurs d'opéra et il en était fasciné. Alors ayant déjà un goût prononcé pour la musique, il a déclaré à son professeur en 2e année de collège qu'il voulait devenir chanteur. Alors son professeur lui a alors répondu « Alors si tu veux faire de la musique, tu dois d'abord devenir compositeur ». Alors il lui a recommandé d'intégrer l'école de musique d'Hiroshima. Alors cependant, il a avoué plus tard que bien qu'il sache jouer du piano, lui, il n'avait jamais écrit de partition lui-même auparavant. Alors, en 2e année de lycée, il a confié au directeur de son école qu'il n'avait plus rien à apprendre dans cet établissement. Alors, ce dernier lui a alors conseillé de partir à Tokyo et a personnellement obtenu l'accord de son père pour son départ. Il a ainsi rejoint le lycée affilié à l'Université nationale de musique. Alors, après avoir obtenu son diplôme de lycée, il a intégré la section composition de l'Université nationale de musique de Kunitachi. Alors, plutôt que de travailler dans la musique de film, ce qu'il souhaitait, lui, c'était plutôt se consacrer à la musique pour les médias de masse et pour la télévision notamment. Alors, c'est pourquoi il a décidé de se lancer exclusivement comme compositeur sans suivre le cursus d'enseignement. Alors, lorsqu'il était en 3e année d'université, le compositeur Tadashi Hattori est venu donner des cours en tant qu'enseignant invité. À son tour, il a invité Seiji à assister à ses cours le dimanche matin. Alors, c'est ainsi qu'il est devenu son élève. Alors, après l'obtention de son diplôme en 1957, il a travaillé sur la musique du feuilleton radiophonique Musume to Watashi de la chaîne Asahi Broadcasting, ABC, en tant qu'assistant de M. Hattori. Il a ensuite fait ses débuts en tant que compositeur principal avec la suite de cette émission Musume no Shiki la même année. En 1958, grâce au compositeur Seishiro Uno, pour qui il réalisait des copies de partitions, il a eu l'occasion de composer la musique de l'émission Kami Daimura Sodoki de la NHK, marquant ainsi son premier travail pour la télévision. Il a ensuite travaillé régulièrement pour la NHK jusqu'en 2008, en composant de nombreuses musiques pour ses programmes.
Alors il considère également M. Uno comme son bienfaiteur et il poursuivit sa carrière en composant principalement des musiques pour la télévision et la radio, en se distinguant par son style symphonique vraiment très élaboré. Alors en 1967, Seiji Yokoyama est invité à diriger l'orchestre symphonique pour la série Ribbon no Kishi, que l'on connaît en France sous le titre de Princesse Saphir. C'est une œuvre emblématique d'un grand mangaka qui est Osamu Tezuka. Alors la musique, elle est composée par Isao Tomita, c'est un autre grand nom de la musique japonaise, malheureusement disparu en 2016, et que l'on connaît surtout pour ses musiques sur le Roi Léo, Jungle Taitai en japonais. Alors cette collaboration marque le début d'une relation artistique entre les deux hommes, qui travailleront ensemble sur plusieurs projets par la suite. Alors au début des années 70, Seiji Yokoyama participe également comme compositeur à la création de plusieurs courts-métrages produits par Tezuka Productions, poursuivant ainsi son implication dans l'univers du célèbre mangaka. En 1978, Yokoyama travaille sur deux œuvres d'un autre mangaka très connu qui n'est autre que Leiji Matsumoto. Alors la première, c'est l'album dramatique Space Fantasy Emeraldas, où l'on retrouvera des magnifiques mélopées de Kazuko Kawashima. La seconde œuvre, c'est Captain Harlock, alors qui marque son premier grand succès dans le monde de l'animation. Alors le compositeur recevra d'ailleurs un disque d'or pour les ventes du Symphonic Suite tiré de l'œuvre. Alors pour jouer les partitions, il choisit un jeune pianiste prometteur, c'est Kentaro Haneda. Alors Seiji Yokoyama, déjà à l'époque, reconnaissait en lui un talent exceptionnel. Haneda, qu'il avait choisi pour le piano, s'imposera par la suite comme un grand compositeur à part entière, en signant les musiques des séries cultes telles que Yamato, Space Cobra ou encore Macross. Alors durant les années 80, il enchaîne les projets, alors que ce soit pour la radio, la télévision, le cinéma ou encore les documentaires. Il connaît à nouveau un immense succès avec Saint Seiya de Masamu Komada dès 1986. Alors grâce aux ventes impressionnantes des albums musicaux, la série elle parvient à continuer bien au-delà de l'épisode 26, échappant ainsi à l'annulation. Alors c'est une anecdote que Yokoyama aimerait partager. En effet, lors d'un dîner au restaurant, le producteur M. Yoshifumi Atano lui confia que le succès des premières ventes avait sauvé la série. Alors Seiji, il en était très fier, n'hésitant pas à raconter avec un brin de fierté amusé ces anecdotes-là. Alors la série Saint Seiya arrive à son tour en France en 1988, où elle rencontre également un immense succès. Alors en 1992, le compositeur reçoit même 2 prix Jazrac pour cette œuvre, qui récompense les revenus générés pour ses droits d'auteur à l'international. Alors fort de cette reconnaissance, sa cote, elle grimpe en flèche. Alors durant les années 90, il est du coup sollicité pour de nombreux projets, des téléfilms historiques, des albums drama, des OAV. Son style devient du coup incontournable. Alors tout au long de sa carrière, Seiji Yokoyama a été régulièrement sollicité pour composer des œuvres à l'occasion d'anniversaires ou de commémorations. Alors naturellement en 1995, on lui propose de travailler sur la série Choriki Sentai All-Ranger. C'est une nouvelle série célébrant les 20 ans des Sentai. Alors le projet bénéficie d'un budget musical particulièrement important. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans un premier temps, Yokoyama il décline l'offre, étant déjà très pris par d'autres engagements. Mais lorsqu'il apprend qu'une partie des enregistrements se fera en France, notamment à Paris, dans des studios parmi les plus prestigieux, alors il change immédiatement d'avis. Alors c'est à ce moment-là qu'il trouve le temps de composer rapidement les partitions nécessaires à la série. Alors le Symphonic Suite a été enregistré en France, tandis que le reste des musiques est produit au Japon, avec à nouveau Kazuko Kawashima aux mélopées. Alors ce voyage marque la venue de Seiji Yokoyama pour la première fois en France. Alors c'est un pays qu'il affectionne tout particulièrement. Alors il garde de ce séjour un souvenir marquant et il était heureux d'y avoir enregistré sa musique. Il disait même qu'il appréciait le son de l'orchestre pour le Symphonic Suite. Et l'orchestre, lui, était dirigé par Roger Berthier. Et Yokoyama, lui, derrière, assiste personnellement aux séances d'enregistrement et donnait des indications quand c'était nécessaire. Alors pour l'anecdote, il se rappelle du moment où les musiciens ont découvert son nom sur les partitions et l'une des musiciennes s'était alors exclamée avec surprise « Oh, Seiji Yokoyama !» Alors en 1999, le compositeur revient à ses racines et finalement décide de s'installer à Konu. Alors c'est dans le district d'Hiroshima où il fait construire sa maison. Alors bien qu'il continue à écrire, il choisit désormais avec soin tous les projets auxquels il participe. Alors la distance avec Tokyo rendant les déplacements beaucoup plus contraignants. Alors il travaille notamment sur les bandes originales de Saint Seiya avec le Tenkaihen, les thèmes additionnels sur Hades, ainsi que sur divers projets tels que des OAV, des films documentaires ou encore des concerts. En 2007, il se rend à Jérusalem pour y diriger un concert symphonique qu'il a composé pour le mouvement Makuya. Alors il passe un séjour agréable
accompagné de quelques musiciens de Senseiya qu'il avait invités pour l'occasion. Alors, la même année, il fait construire à côté de sa maison un atelier qui est pensé comme une seconde demeure et entièrement dédié à sa musique. Alors, dans une pièce attenante, il conserve précieusement ses partitions, ses CD, ses vidéos, ainsi que l'ensemble de nombreux prix reçus tout au long de sa carrière. Alors, ensuite, Seiji aimait beaucoup les animaux et il en a eu de nombreux, et notamment des chats et des chiens, auxquels il était profondément attaché tout au long de sa vie. Alors, pour pouvoir les garder symboliquement près de lui après leur disparition, il y a de petits sanctuaires qui ont été construits derrière son atelier au fil du temps et à mesure qu'il s'en allait. Alors, nous arrivons à l'année 2008. C'est là où il compose 2 nouvelles bandes originales symphoniques. Alors, la première, c'est Rag and Blue. C'est un album que je lui ai commandé pour la France. Et la seconde bande originale, c'est celle qui est pour le film anniversaire de Gegege no Kitaro. Alors, pour Rag and Blue, les musiciens, ce sont les mêmes que ceux qui ont travaillé sur Senseiya. Mais avec Seiji, nous avons choisi de renommer l'ensemble le Rag and Blue Symphonic Orchestra, car le nom de l'Andromeda Harmonic Orchestra était réservé aux productions de Senseiya. On a également choisi Yumi Matsuzawa pour interpréter les génériques de l'album, et je la remercie encore pour sa gentillesse, et ainsi que pour la qualité de sa performance. Alors, les merveilleux moments que j'ai passés pour la production de Rag and Blue resteront à jamais gravés en moi. C'était de merveilleux souvenirs. Alors, dans les années 2010, Seiji Yokoyama poursuit l'écriture musicale à l'occasion de concerts donnés à Hiroshima, en composant plusieurs suites pour piano et violon, mais aussi pour marimba. C'est un instrument qu'il affectionnait particulièrement, au même titre que le violon. Enfin arrive une chose inespérée pour les fans, le 18 octobre 2014, le tout premier concert Senseiya voit le jour en France, avec l'interprétation des partitions originales transmises par le compositeur lui-même. Alors, peu de temps avant l'événement, malheureusement Seiji m'annonce qu'il est atteint d'un cancer de l'estomac. Alors c'était un choc pour moi, mais il m'a rapidement rassuré en expliquant que c'était opérable et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Alors il compose alors The Flow, c'est une suite pour violon et piano, qui est interprétée par Mayo Kishima. Alors ce récital, il a eu lieu le 2 novembre 2014, et Seiji a même repoussé son opération d'1 semaine pour pouvoir y assister. Alors malgré la douleur, il est quand même monté sur scène pour féliciter les interprètes. C'était vraiment un moment profondément émouvant. Alors l'opération s'est bien déroulée, mais dans les années qui ont suivi, il a beaucoup maigri, ce qui me peinait profondément. Alors en 2015, il écrit sa dernière suite pour violon et piano, qui s'intitule Soshite Inori. C'était à l'occasion du 70e anniversaire du bombardement d'Hiroshima. Et l'année suivante, il y a un second concert de Senseiya qui est organisé au Palais des Congrès de Paris. Alors cette fois, ce sera en présence de Kazuko Kawashima et Yumi Matsuzawa. D'ailleurs, il était très ravi de ce concert et je dois avouer également que ce concert était vraiment une très grande réussite. Au printemps 2017, nous, on avait prévu de se revoir en septembre. Alors j'avais organisé mon voyage, j'étais impatient de le retrouver, mais il a été soudainement hospitalisé. Alors au mois de mai, il semblait pourtant aller mieux. Alors même s'il devait rester à l'hôpital, il faisait déjà des projets pour l'après. Alors malheureusement, j'ai appris son décès de manière assez brutale. Et Seiji nous a quittés le 8 juillet d'une pneumonie. Alors c'était une perte très très difficile, et je regrette de ne pas avoir pu lui dire un dernier au revoir. Mais bon, je continue à faire connaître son œuvre auprès des fans à travers divers hommages. Et c'était pour moi un grand homme, plein d'humour, mais aussi un immense compositeur. Et sa musique, elle restera pour moi intemporelle et je l'espère également pour vous. Alors, comment Seiji Yokoyama écrivait ses partitions? Alors, pour illustrer mes propos, je vous présente des extraits de la partition manuscrite originale de Rag and Blue.
écrite en 2008 avec la première musique intitulée Prologue M1. Alors pour des musiques du style de Saint Seiya, Seiji débute par l'écriture de la partie symphonique en se concentrant sur les sections des cordes et des cuivres. Ensuite, il ajoute des éléments de la section rythmique, soit la batterie, le piano, la guitare électrique et la basse électrique, et enfin il termine avec les percussions. Alors pour certaines musiques et dans certains passages, notamment pour le piano ou la guitare électrique, il n'écrit pas de notes. Il se contente de fournir des indications destinées aux musiciens, leur laissant une part d'improvisation en suivant le rythme de la composition. Il note alors simplement sur la partition « fill-in ». Lorsqu'il souhaite instaurer une ambiance plus spécifique, il se limite parfois à une indication de style pour le musicien, en écrivant simplement « rock feeling »,« suspense » ou « mystérieux ». Et le musicien joue en fonction de ce style. Cela souligne du coup l'importance pour le compositeur de collaborer avec les musiciens habitués à son univers musical, qui sont capables, eux, de comprendre et d'interpréter librement ses intentions. Alors, sur plusieurs morceaux, dans la section rythmique concernant la guitare électrique, Seiji Yokoyama écrivait uniquement les premières notes s'il voulait un son particulier. Puis, comme je le disais, il laissait la suite à l'interprétation du musicien avec les mentions fill-in ou solo ad lib. Je vais vous présenter plusieurs exemples tirés de ces partitions manuscrites originales. Alors commençons par l'un des titres les plus épiques de la licence lors des combats de Seiya contre les God Warriors, avec le titre God Warriors vs Saint, issu du film Asgard. Alors la première musique, M numéro 10, elle comprend même des passages inédits que Seiji a ensuite rayés. Sur ce passage qu'il n'a pas retenu, il note seulement les premières notes et indique au guitariste un style très spécifique. Ici, il écrit with fuzz. Sur la partie conservée, il écrit ad lib pour indiquer alors au musicien qu'il doit improviser librement sur plusieurs mesures dans ce style. Il termine ensuite en écrivant les deux dernières notes précises de la guitare électrique. Alors, on observe une approche similaire dans le morceau suivant, M11, qui est en fait la musique la plus importante du combat de Seiya contre Dorbal. Alors, les notes sont écrites jusqu'au premier passage des chœurs, et à partir de ce moment, Seiji annote simplement sur la partition ad lib pour le guitariste, l'invitant ainsi à une improvisation totale jusqu'à environ 2 minutes 03, où ensuite Seiji Yokoyama reprend l'écriture précise des notes pour la guitare. Alors le guitariste peut donc jouer librement sur cette musique de la 57e seconde, et ce, pendant un peu plus d'1 minute. Alors de même pour le titre Tobe Pegasus, que les fans connaissent sous le titre anglais Glide Pegasus. Alors plus précisément, c'est dans la deuxième partie, c'est-à-dire la musique intitulée New M5. Seiji Yokoyama n'a écrit que les 2 premières notes pour la guitare électrique, laissant ensuite aux musiciens toute liberté d'improviser. Ce qui fait que, en fait, vous aurez beau enregistrer 10 fois la même musique, vous aurez 10 résultats différents parce que le musicien, en ce moment-là, improvise à chaque fois sur cette partie-là au niveau de la guitare électrique. C'est également le cas sur Rag & Blue, une autre œuvre du compositeur. Alors dans un morceau d'action lié au personnage Reiki lors de son combat, intitulé A Fierce Battle, M11, la première partie est jouée en improvisation libre dans un style rock, ad lib, puis Seiji reprend l'écriture des notes dès la deuxième partie de la musique. Alors d'autres exemples marquants existent, comme le célèbre thème de Pandore sur l'album de Sensei Hades, où c'est toute la première partie de la guitare électrique qui est jouée en totale improvisation. Alors les musiciens avec lesquels Seiji Yokoyama a travaillé étaient d'un très très grand talent, c'est pour ça qu'il était important pour lui de bien les sélectionner. Alors maintenant on va aborder le travail de composition à proprement parler, c'est-à-dire il est important de comprendre que composer de la musique pour une série télévisée, un album ou un film, ça implique des approches complètement différentes. Alors pour une série télévisée, une fois que le compositeur accepte la commande, la production lui transmet divers éléments pour l'aider à s'immerger dans l'univers de la série. Des settei, qui sont des documents de production visuelle s'il s'agit d'une série animée, des résumés, une liste de thèmes musicaux génériques à composer, tels que les thèmes des personnages, des thèmes d'action, des thèmes d'humour. On lui envoie aussi des musiques d'ouverture, l'opening et d'ending, pour en écrire des variations arrangées si ce n'est pas lui qui en est le compositeur. Alors ces éléments permettent justement au compositeur de poser les bases musicales de l'œuvre, et en fonction du budget alloué, il commence alors à travailler
et puis son imagination fait le reste. Alors, en revanche, pour un film, la méthode de travail est tout autre, et surtout beaucoup plus exigeant, comme l'explique le compositeur Seiji Yokoyama. La collaboration commence très tôt avec le réalisateur, qui lui remet alors le storyboard. Le compositeur annote en rouge avec le minutage précis chaque scène devant être mis en musique. Cela permet justement au compositeur de déterminer à la fois le nombre de morceaux nécessaires et leur durée. La production fournit également le scénario, les designs des personnages et d'autres matériaux visuels pour l'aider à construire ses compositions. Alors, pendant que le film est en cours de réalisation, Yokoyama travaille lui de son côté sur les partitions en s'appuyant sur le storyboard. Le calibrage du minutage est alors essentiel pour que chaque morceau colle parfaitement aux scènes. Quelques semaines plus tard, les partitions sont enfin finalisées et elles sont prêtes à être enregistrées. Alors, lorsque le montage final du film est à son tour terminé, la musique est la dernière étape de production et généralement enregistrée 1 voire 2 semaines avant la sortie en salle. C'est à ce moment-là que le compositeur ajuste ses partitions en fonction des changements qui sont intervenus dans les scènes, car celles-ci elles peuvent différer du storyboard initial. Alors, chaque morceau est alors recalibré pour coller exactement au timing de la version finale. Il arrive que certaines mesures soient barrées avec la mention « cut ». Elles ne seront donc pas enregistrées. Alors ces coupures, elles peuvent durer quelques secondes ou concerner des passages beaucoup plus longs. Cela demande un travail beaucoup plus important et très minutieux de la part du compositeur par rapport à une série télévisée. Alors certaines de ces versions inédites des films, nous les avons réenregistrées et elles sont disponibles en version complète sur nos albums World of Seiji Yokoyama Serenade et Shonen Symphony. Il en reste encore beaucoup, des musiques inédites et complètes à enregistrer, mais ce sera peut-être pour le prochain album. Alors, combien de temps faut-il pour écrire une partition ? Alors, le temps nécessaire pour écrire une partition dépend fortement du type de projet. Pour une série télévisée, pour Seiji Yokoyama, il faut généralement compter entre 4 à 6 semaines de travail. La composition d'un film, quant à elle, demande environ 3 semaines, et à cela s'ajoute le travail de correction pour les modifications. Un OAV d'une durée de 30 minutes peut être traité en 1 semaine par le compositeur. Pour un radiodrama de type Owanashi Detekoi, dont chaque épisode dure environ 15 minutes, 2 jours suffisent. Une journée est consacrée à l'élaboration du brouillon, et une autre à la mise au propre de la partition. Alors, à titre d'exemple, pour le projet Rag & Blue, le compositeur a mis 3 semaines pour écrire environ 45 minutes de musique symphonique. Alors, à présent, je vais vous parler un peu de l'Andromeda Harmonic Orchestra. Alors, pourquoi ce nom ? Alors, il a été choisi par la production en accord avec Seiji Yokoyama. Pour ces enregistrements, Seiji avait l'habitude avec les producteurs de nommer l'orchestre en lien avec l'univers du projet, en particulier lorsque les musiciens étaient réunis spécifiquement pour une œuvre avec parfois des guests. Alors, certaines productions conservent toutefois le nom de formation déjà établi, comme le New Japan Philharmonic Orchestra pour Metal Dare, ou encore le Columbia Orchestra pour les enregistrements réalisés dans les studios du label Columbia. Alors, mais dans le cas de Saint Seiya, les producteurs ont voulu trouver un nom qui équivoque son univers cosmique et mythologique. Alors l'idée était de donner une identité musicale propre à chaque œuvre, à l'image du Symphonic Orchestra Yamato pour la série Yamato du compositeur Hiroshi Miyagawa. Alors, c'est ainsi qu'est né le nom de l'Andromeda Harmonic Orchestra, en lien direct avec l'univers de Seiya. Alors l'appellation s'est imposée dès le début, même si l'effectif orchestral était alors très réduit en raison d'un budget limité, à peine 22 musiciens pour la première saison du Sanctuaire, principalement des instrumentistes de très haut niveau, et notamment en section rythmique et percussion. Alors ce n'est donc pas un orchestre symphonique à proprement parler, et le terme harmonique convenait davantage. Alors le nom est resté du coup inchangé par la suite, même si l'effectif a alors augmenté. Alors en effet, avec le succès croissant de la série et des albums, le budget musical a progressivement augmenté, ce qui permettait d'enrichir l'orchestre
Et c'est en 1987, pour la seconde saison, que l'effectif passe à 32 musiciens avec davantage de cordes, puis l'ajout des corps français qui, eux, n'étaient joués jusque-là qu'au synthétiseur. Alors, le tournant majeur a lieu en 1988 avec le second film, celui d'Asgard. Grâce au succès impressionnant des disques, le budget devient alors conséquent et l'orchestre compte alors 42 musiciens, une soprano et un chœur d'hommes de 24 membres, le Columbia Dansei Gashodan. Alors, cette configuration restera globalement stable jusqu'au Tenkaihen en 2004, malgré quelques réductions ponctuelles comme pour la série télévisée Asgard, qui comporte moins de cuivre et un peu moins de violon. Alors pour le chapitre de Poséidon, la volonté de conclure la série télévisée en beauté amène Seiji Yokoyama à enrichir encore l'orchestration en y intégrant cette fois un orchestre de mandolines et en sélectionnant 24 membres, le Keiyo Mandolin Club. Alors le résultat final offre une composition d'une qualité remarquable, parfaitement adaptée à un anime de l'envergure de Saint Seiya, et nous plongeons ainsi dans une ambiance méditerranéenne. Alors enfin pour les films Lucifer et Tenkai, ce sont des chœurs mixtes de 24 voix qui viennent compléter l'ensemble. Alors cependant, pour le film du Tenkaihen, le nom de l'orchestre va changer exceptionnellement et va devenir l'Andromeda Philharmonic Orchestra. Ce sera à cette unique occasion que ce nom changera, mais de très peu. Alors sur les projets plus récents de Seiji Yokoyama, comme Ragen Blue, le choix du nom de l'orchestre s'est également posé. Alors après discussion avec le compositeur, on a validé un nom spécifique et on l'a appelé le Ragen Blue Symphonic Orchestra, bien que ce soit en réalité les mêmes musiciens que ceux de Saint Seiya. Alors de la même manière, pour le film d'animation Gegege no Kitaro, enregistré en novembre 2008, le même ensemble est aussi renommé tout simplement le Gegege Symphonic Orchestra. Alors déjà en préambule, nous ne pouvons malheureusement pas parler de toutes les œuvres du maître, certaines étant hélas inaccessibles. J'avais déjà évoqué précédemment la première série d'Harlock. Je vais ici me concentrer sur des travaux moins connus. Sangokuchi, le chef-d'œuvre oublié. Il est important d'évoquer à ce stade de la vidéo la trilogie des films Sangokuchi. Ce sont des films d'animation de 2h30 réalisés par Tomoharu Katsumata qui a travaillé avec son ami Seiji Yokoyama dans 70% des œuvres d'animation. La particularité de ces films, c'est qu'ils sont sortis respectivement en 1992, 1993 et 1994, mais que Seiji Yokoyama a composé et enregistré les OST de ces films 3 voire 4 ans avant leur sortie. De plus, Shingo Araki a rédigé et animé plusieurs séquences du second film. Inutile de vous dire que le résultat fait naturellement penser à du Saint Seiya pur jus. Attention, ces films ne sont pas à confondre avec la série TV dont le character designer était signé par Araki et Emuno et diffusé en 1991. Les musiques des deux premiers films ont été écrites pendant la période Saint Seiya, ce qui fait qu'il était très occupé durant cette période avec également des documentaires, téléfilms, séries TV et radio. Sur les musiques de ces films, on peut retrouver par moments certains accords violons utilisés pour Abel ainsi que le film Lucifer. Là encore, ces films sont totalement inédits en France.
Alors, si vous vous êtes demandé ce qu'aurait pu donner musicalement Saint Seiya en 1989 si la série s'était alors poursuivie après l'arc Poséidon, il est fort possible que le travail accompli sur Sangokuchi s'en rapproche le plus à mon humble avis.おお、なになに？いにしえの九式絵にしに仕えしよう。人は変われど我は変わらじ。よし、僕も歌をあげよう。幾度か戦の庭に立てる身の捨てず保つは君が立ちぞよ。新一、絶対に死ぬな。死んではならんぞ、新一。Ce que vous venez de voir est un extrait de l'OAV Ningen Kakumae, le dernier épisode de la série. Pour le final, Seiji Okoyama a fait appel à Kazuko Kawashima afin d'illustrer la scène lorsque le héros apprend la mort de son mentor. Toutes les OAV sont réalisées par Tomoharu Katsumata et le character design pour la saga, qui s'étalera sur 10 ans, est de Shingoraki Emichi Emeno. Le duo dirigera également l'animation des 10 premiers OAV de 1995 à 1999. C'est Hideki Kubo qui reprend la direction de l'animation jusqu'à la toute fin, comme il l'avait fait pour la série TV Kindaishi dans les années 90. そしてめんこや赤ん坊ができるべ。こん次にゃ親子で仲良くやってくることだべな。Yukiguni no Oji-sama, extrait de ce film réalisé par Tomoharu Katsumata. Ancient, charge! Où Yokoyama était sollicité en 1995 pour cette série qui était le 20e anniversaire des Sentai. Un budget musical colossal et une production qui a été enregistrée en partie à Paris dans l'un des plus prestigieux studios. L'enregistrement et le mixage a duré 10 jours, ce qui fut un record. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez que l'opening que j'utilise pour mes vidéos provient de cette série.
怒る剣流星の体内に秘められた全エネルギー感情の高まりとともに頂点に達したとき彼は超人機メタルダーに進展する。 Metalder, les conditions de travail et d'enregistrement pour les Metal Hero et Sentai sont différents avec des budgets musicaux beaucoup plus importants que l'anime en général. Les Symphonic Suite de Metalder et Oranger ont bénéficié de très gros budgets. À titre d'exemple, le budget musical de Metalder est 4 fois plus important que la partie du sanctuaire dans Saint Seiya, avec plus de 65 musiciens. Ils ont mixé chaque épisode individuellement et la production a pris le temps pour faire un magnifique enregistrement. À titre personnel, j'adore cette OST qui est d'ailleurs très estimée par les fans de Seiji Okoyama. J'ai utilisé d'ailleurs de nombreuses fois cette OST pour accompagner quelques vidéos. Quelques petites choses à dire. Déjà, ce film d'animation datant de 1980 est arrivé en France, directement en VHS. Bien qu'il soit aujourd'hui assez oublié, il a son importance. C'est en effet grâce à ce projet que Seiji Okoyama va rencontrer Yoshifumi Atano, qui officiera au poste de producteur sur Saint Seiya. Le talent certain de Yokoyama se révèle dans cette œuvre qui marquera cette collaboration. Il est possible que sans l'élaboration de ce film, les choses auraient été bien différentes pour Saint Seiya, qui arrivera 6 ans plus tard. Bien que ce ne soit pas le meilleur travail de Seiji Okoyama, les musiques restent très belles. J'ai une préférence pour le thème de la Transylvanie. Et hop, à la maison. C'est gagné. Rikista était une série sympathique qui fait beaucoup penser au sport du rudball dans la série Cobra. Les musiques de cette série ont été confiées à Seiji Okoyama. Précisons qu'elle date de 1986, donc antérieure à Saint Seiya. Et là, on se rend compte que beaucoup de musiques de Saint Seiya sont clairement dans le même style. On pourrait facilement se dire que Seiji Okoyama s'est inspiré de ce travail sur la série de Saint Seiya. À mon humble avis, je dirais davantage qu'il s'agit du style musical du compositeur sur cette période-là, et cela évoluera comme chacun sait. La série Rikista n'est hélas plus très populaire de nos jours. Xanadu Dragon Slayer. Il s'agit d'un OAV de 50 minutes. Le nom Xanadu Dragon Slayer parlera surtout aux joueurs PC. Le jeu fut un grand succès et il aura donc le droit à une adaptation en 1988. Seiji Okoyama nous constituera une bande originale très efficace. Une bande originale assez sous-estimée, mais qui mérite le détour. Future Wars, en 1982, est l'année durant laquelle Seiji Okoyama a le plus collaboré avec la talentueuse Kazuko Kawashima. Parmi leurs projets communs figure le film Future War 1980. Les musiques issues de ce film sont magnifiques et la voix mélodieuse de Kazuko Kawashima y est particulièrement rayonnante. Une bande originale exceptionnelle pour un film réalisé par Tomoharu Katsumata. Rien que ça.
Magical Talulu, un autre grand succès de Seiji Koyama, comme indiqué dans l'interview de Shigehatsu Yamauchi. Magical Talulu est une série qui rencontrera un grand succès au Japon. Hélas, la série n'est pas arrivée en France, ainsi que ses jeux vidéo. Et mine de rien, on connaît beaucoup moins Seiji Yokoyama sur la comédie, et il excelle sur ce domaine. Toutefois, des thèmes se révéleront très entraînants. Ses travaux sur les films seront également de très bonne qualité, et pour ceux qui ne jurent que par des thèmes d'action du maître, il faudra se pencher essentiellement sur les 3 films. Il est maintenant temps d'aborder son travail le plus célèbre, à savoir celui réalisé pour Saint Seiya. Et comme vous pouvez vous en douter, il y a beaucoup à dire. Pour notre compositeur, travailler sur Saint Seiya, c'était avant tout des retrouvailles. Oui, car il avait déjà travaillé avec Atano Yoshifumi, Kozo Morishita et Kawada Morihiro, le producteur de la chaîne TV Asahi. Et ce qui marque avec notre licence favorite, c'est la place très importante des musiques. Quand on a dit que Kozo Morishita avait l'habitude de repousser le budget, les musiques en faisaient partie. Masami Kurumada tenait en haute estime les musiques de Seiji Yokoyama et il avait indiqué publiquement, et le compositeur en fut très touché. Masami Kurumada envoyait également régulièrement des cartes postales au compositeur pour le remercier et le féliciter pour ses magnifiques musiques. Dès le premier épisode, on peut déjà fredonner le thème héroïque et génial de Seiya. La musique est très efficace et donne une identité sonore à la série incroyable. Là où son talent prendra de l'ampleur, c'est bien évidemment avec l'arrivée du personnage de Yoga, avec le fameux thème Yogen no Senshi. Premier prétexte en or pour parler des chants dans Saint Seiya. Kazuko Kawashima. On pourrait résumer cet artiste comme étant la carte maîtresse des musiques de Saint Seiya. Kazuko Kawashima est une cantatrice extrêmement culte pour de nombreux fans de Saint Seiya, mais pas que, car au Japon, elle est très connue pour avoir participé à la série Space Battleship Yamato en 1974. On reconnaît tout de suite la douce voix de Kawashima dans ses magnifiques mélopées. Lors de l'élaboration de cette vidéo, j'ai fait une découverte musicale assez importante, les fameuses musiques de Yamato dont il est question. Les musiques de Hiroshi Miyagawa sont savoureuses et Kentaro Haneda lui prêtera main forte sur 2 films et 1 OAV. Kentaro Haneda est devenu compositeur car il était un grand fan de Monsieur Miyagawa et de ses musiques dans Yamato dans les années 70. Alors, petite parenthèse pour parler du cas Yamato. Alors peut-être que certains d'entre vous le connaissent le titre ou bien par la récente déclinaison Ucho Senkai Yamato de 2199, mais concrètement Yamato c'est la plus grande injustice en France. En effet, la série d'époque ainsi que les films ne sont jamais sortis chez nous. Yamato est la première série animée bien avant Gundam à montrer que l'animation japonaise pouvait proposer des sujets très sérieux. Sur ce qui nous intéresse, ce sont les musiques. Elles sont composées principalement par Hiroshi Miyagawa et elles sont magiques. Et plus important encore, ce sont les travaux de Kazuko Kawashima qui vont nous intéresser.
On comprend alors aisément avec ces extraits pourquoi ces musiques ont marqué les Japonais à l'époque. Les musiques sont de grande qualité et si un éditeur français passe par là, on peut toujours rêver, s'il vous plaît, sortez la série et les films d'époque. Kazuko Kawashima n'est pas seulement une cantatrice, c'est aussi une chanteuse au registre varié. Si vous aimez les jeux vidéo, sachez que vous avez peut-être déjà entendu sa voix dans la bande originale de Romancing Saga. Sa voix est assez reconnaissable. On peut également l'écouter dans un opus de la mythique série Seiken Densetsu, en particulier l'opus Dawn of Mana. Bien sûr, il sera difficile de dresser une liste exhaustive de tous les travaux de Kazuko Kawashima, mais je voudrais m'arrêter un instant sur son album Miwaku no Love Skate, sorti en 1987. Cet album est vraiment un excellent cru, avec notamment la piste That Will Be Fine, qui apporte une touche jazzy assez inattendue de la part d'une artiste que nous connaissions jusque-là sous un autre jour. De nombreux thèmes où la voix de Kazuko Kawashima sont devenus emblématiques pour les fans, notamment les thèmes se rapportant du coup à yoga. Détail amusant, dans l'arc Poséidon, Saori est supposée chanter à un moment précis. Or, ce n'est pas la voix de Keiko Han que nous pouvons entendre, mais celle de Kazuko Kawashima. La série décide alors d'utiliser le magnifique thème M317 du troisième film, du moins à la fin de l'épisode 110. Dans le suivant, c'est une voix synthétique qui sera employée. On l'a également entendu dans des reportages animaliers. Yasuno Sato. Si vous êtes un lecteur d'Automomag, vous connaissez déjà ce nom. En effet, Yasuno Sato avait la lourde responsabilité de placer les musiques du maître sur les épisodes. Et ce n'était pas une partie de plaisir, car en tant que sélectionneuse musicale, elle devait mettre le plus possible en valeur les compositions du maître. Si vous connaissez Dragon Ball Kai et le nouveau montage officiel, vous savez qu'un mauvais placement peut se révéler irritant. Le travail de Yasuno Sato est remarquable pour avoir réussi à piocher correctement parmi les 90 musiques disponibles. Seiji Okoyama avait l'habitude d'être facilement irritable lorsqu'un montage musical était raté. Ici, avec la jeune Yasuno Sato, qui n'avait alors que 25 ans, lorsqu'elle a bossé sur Sanseiya, tout était correct selon le compositeur. Elle effectuait aussi de très bons montages musicaux, notamment dans les transitions de musique. Elle reprendra son rôle également sur l'arc Hades.
Pour arriver à des résultats à ce niveau, Seiji Okoyama lisait relativement peu le manga. Il composait en suivant l'image qu'il avait de tels personnages. Le producteur Atano était plus que satisfait du travail fourni par Seiji Okoyama et lui donnait carte blanche. Le staff de Saint Seiya a tout de suite compris qu'avec ce compositeur, il tenait là l'un des éléments les plus ambitieux du projet. Jamais le compositeur n'avait reçu autant de gratitude sur un de ses projets. Bien sûr, d'autres projets de Seiji Okoyama en France, avant Saint Seiya, il y en a eu, à commencer par l'excellente série Darlock, où, hélas, la version française supprimera ses musiques pour proposer des compositions essentiellement de Didier Barbelivien. Les musiques de Seiji Okoyama sont extraordinaires et on reconnaît très vite son style. À titre personnel, j'ai une adoration toute particulière pour le thème de Joe Rafflezia. C'est quand même étrange de se dire que sur deux séries Darlock, ce ne sont pas moins que Seiji Okoyama et Shunsuke Kikuchi qui ont occupé le poste de compositeur. Et voilà, c'était la première partie de cette vidéo dédiée à Seiji Okoyama. Je vous donne donc rendez-vous pour la seconde qui sera consacrée 100% à Saint Seiya. A très bientôt et prenez soin de vous.